Abidjan, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, une conviction devenue réalité au regard de l'attrait que suscite la capitale économique ivoirienne à l'échelle sous-régionale. Les professionnels de banques et établissements financiers de la zone UEMOA se sont donné rendez-vous au siège de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire à l'occasion de la tenue du Conseil régional des banques. La question du financement des économies des pays de la zone, notamment le financement du secteur privé, moteur de l'économie sous-régionale, était à l'ordre du jour. Vous savez, l'UEMOA est un groupement qui date de 1962, au titre d'abord de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et ensuite, après la dévaluation, au titre de l'UEMOA, et qui fait un travail très important d'intégration. Je crois que c'est la plus vieille et la plus efficace, disons, organisation d'intégration dans notre continent. Et je pense que la réunion des chefs d'État qui s'est tenue récemment en janvier là, à Cotonou a montré la voie d'une accélération de l'intégration. Et cette intégration ne peut se faire que si le secteur bancaire et le secteur financier dans son ensemble se porte bien. Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien, a également insisté sur la nécessité des banques à œuvrer pour l'accroissement du taux de bancarisation, jugé extrêmement faible. Près de 2 siècles après l'implantation des premières agences bancaires dans les pays africains, l'Afrique reste la région la moins bancarisée au monde. 9 Africains sur 10 n'ont pas accès aux services bancaires. La bancarisation n'est que autour de 14-15%. On doit aller plus loin. Mais par la monétique et l'utilisation donc des cellulaires, on voit que les taux de ce côté-là augmentent très vite. C'est un moyen efficace d'aller vers une plus grande bancarisation dans nos pays, comme a montré d'ailleurs le Kenya. Créé le 8 septembre 1995 à Cotonou au Bénin, le Conseil est quant à ce jour 130 membres qui ont décidé de confier les rênes de l'institution pour les 2 années à venir à l'Ivoirien Souleymane Diarra-Souba en remplacement du Burkinabé Pierre Zerbo. Le Fonds monétaire international accepte accorder au Ghana une facilité de crédit de près de $1 milliard sur 3 ans en contrepartie de réformes économiques selon un accord préliminaire annoncé ce jeudi. Deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, le Ghana avait en septembre sollicité l'aide du fonds pour stabiliser sa monnaie et diminuer son déficit budgétaire. Après avoir connu une croissance économique rapide au cours des dernières années grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole, il a dû faire face à une chute du cours des matières premières. Il n'y a pas eu de contrôle assez strict sur la gestion des finances publiques. Il y a eu d'importants paiements de salaires qui n'ont pas été contrôlés, des subventions qui n'ont pas été bien dirigées et qui ont augmenté la tendance à la dette publique. Nous avons vu les premières actions prises par les autorités avec un plan destiné à régulariser et enrayer les irrégularités au niveau des pays. Ce plan a commencé à être mis en œuvre il y a quelques mois déjà. Il servira à détecter et enlever tous les emplois fictifs afin de rendre le système de paye et la base de données beaucoup plus crédible. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus d'irrégularité et que de vraies sanctions seront prises contre les responsables de ces fraudes. Cette facilité de crédit sur 3 ans devrait être officiellement approuvée par le conseil d'administration du FMI au début du mois d'avril. Le Ghana a été éprouvé par 3 années difficiles caractérisées par un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, accompagnée d'une augmentation de la dette et des vulnérabilités financières. La croissance du PIB au Ghana est tombée à 4,1% en 2014, son niveau le plus bas depuis plusieurs années dans un contexte de taux d'intérêt élevé, de vive dépréciation de la monnaie et d'une faible demande. L'inflation au Ghana a atteint 17%, tandis que le déficit budgétaire et la dette publique se sont creusés du fait de l'importante masse salariale, de subventions mal ciblées dans le secteur de l'énergie et des chocs liés à la chute du cours des matières premières. Les femmes âgées d'abord, les hommes ensuite. Chacun son tour, les habitants de Massakane, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, viennent chercher leur chargement hebdomadaire de charbon. 2 brouettes permettent à une famille de se chauffer et de cuisiner pendant une semaine. Chaque personne reçoit un ticket qui lui donne le droit à du charbon gratuit. Mais tous préféreraient avoir chez eux l'électricité produite à quelques centaines de mètres, à la centrale thermique de Douva. Quand je tousse, c'est noir, donc c'est le charbon.
Je vais à l'hôpital parce que je tousse beaucoup, j'ai très mal à la poitrine. C'est incroyable. L'électricité est produite juste à côté, mais nous, on l'a pas chez nous. L'Afrique du Sud a été le premier pays électrifié du continent en 1881. Depuis la fin de l'apartheid, plus de 6 millions de foyers ont été équipés. Mais le réseau mal entretenu, pas modernisé, sature en permanence et 15% des ménages n'ont toujours pas le courant. Dans ce lotissement informel, seuls les habitants les plus riches ont les moyens de se faire raccorder. Mais tous subissent la proximité avec la centrale à charbon. Nous voulons vraiment avoir l'électricité, nous en avons besoin. Nous avons des enfants qui vont à l'école, c'est très difficile de faire les devoirs à la bougie. Le pays dépend à près de 90% du charbon pour produire son électricité. En hiver, la saison sèche, la poussière de coke couvre le sol, les murs, les tables à l'intérieur. Eskom, la compagnie nationale d'électricité, veut réduire les émissions polluantes à l'aide de nouvelles technologies propres, notamment dans les vieilles centrales. Mais le gouvernement n'a pas les fonds nécessaires pour l'instant. Le projet va coûter plus de 5 milliards d'euros. Ils nous ont donné la permission de retarder l'installation de certaines nouvelles technologies. Ils disent que ce sont des bonnes mesures, mais pour le moment, nous n'avons pas assez d'argent pour les mettre en place. Certains habitants de Massakane travaillent à la mine attenante à la centrale et portent alors des masques à gaz obligatoires. Mais de retour chez eux, l'électricité, c'est de la poussière dans les poumons et des lignes dans le ciel. Teinté de bleu et de beige, le nouveau billet de 20 €, à en croire la BCE, représente une avancée technologique dans le domaine de la fabrication des billets. Il comporte un nouveau signe de sécurité novateur, à savoir la fenêtre portrait située dans l'hologramme. Face à la lumière, ce nouveau système permet de rendre transparente la fenêtre placée en haut à droite de la coupure et d'y faire apparaître un portrait d'Europe, princesse de la mythologie grecque. Il s'agit d'une mesure de sécurité tout à fait nouvelle, car le billet de 20 € est la coupure la plus attaquée par les faussaires. En moyenne, on compte dans la zone euro 47 billets contrefaits par million de coupures. Comme pour les nouvelles coupures de 5 et de 10 €, le nouveau billet de 20 € sera doté d'un nombre couleur émeraude, avec effet lumineux et changement de teinte qui complétera le portrait en filigrane, visible par transparence. La BCE avait déjà lancé en mai 2013 le nouveau billet de 5 € et celui de 10 € en septembre dernier. Les autres coupures de 50, 100, 200 et 500 € de la série Europe seront également progressivement remplacées au cours des prochaines années. La première préoccupation de nos pays, c'est de retrouver une croissance suffisamment forte et suffisamment durable. Et de ce point de vue-là, nous rencontrons des problèmes différents, mais avec un même objectif. Une faible croissance pendant plusieurs années de suite, ça ne peut plus durer. La France respecte ses engagements et respectera bien entendu en 2015 ses engagements de diminuer son déficit structurel de 0,5 points. Et donc j'ai dit déjà à la Commission, et nous aurons à préciser tout cela dans les semaines qui viennent, que cet engagement était l'engagement de la France, pas d'aujourd'hui, c'était un engagement que nous avions pris déjà dès la fin de l'année dernière, que nous considérons être présent dans notre budget, mais si dans les dialogues confiants avec la Commission, des mesures supplémentaires paraissent nécessaires, nous les prendrons d'ici le milieu de cette année, mais il est trop tôt de dire de combien et lesquels. Le départ se fait en bateau. À quelques centaines de mètres du rivage, Evgeny prépare sa bouteille d'oxygène, ses paniers et son couteau. Une plongée d'une dizaine de minutes pour ramener des mollusques pour le moins insolites pour la Crimée. Aujourd'hui, on a remonté des moules et des cages à huîtres. Des huîtres dans la mer Noire, on n'avait pas vu cela en Crimée depuis la révolution de 1917, date à laquelle les communistes ont mis fin à cette production, trop aristocratique à leur goût. Sergueï Koulik fait figure de nouveau pionnier. Moscovite, il fait des allers-retours entre la capitale russe et la Crimée et possède le seul élevage d'huîtres et de moules de la presqu'île, une affaire pas encore rentable, mais prometteuse.
Pour les huîtres, il y en a un maximum 500 d'accrochés par ligne d'élevage. Donc 500 fois 2 euros, ça fait 1000 euros par ligne. Ces huîtres seraient plus douces et plus sucrées que leurs concurrentes européennes en raison d'une eau moins iodée. Pour l'heure, elles ne sont vendues qu'en Crimée, mais depuis l'embargo alimentaire décrété par Moscou envers l'Occident, les restaurateurs russes ont dû changer leur chaîne d'approvisionnement. Terminé, les huîtres françaises. Le téléphone de Sergueï n'arrête pas de sonner. Les grandes tables de la capitale et de Saint-Pétersbourg convoitent ces précieux coquillages. Les sanctions, du pain béni pour ce chef d'entreprise. Prochaine étape, augmenter ses capacités de production. Si tout se passe comme je le souhaite, on pourrait passer à un niveau de production industrielle. Je pourrais produire jusqu'à 1 million d'huîtres et 50 tonnes de moules par an. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Sergueï au port de Balaklava, près de Sébastopol. Il a acheté ce vieux bateau d'occasion en Italie, une mini-usine pour calibrer ses coquillages en fonction de leur taille. Les grandes huîtres prêtes pour le marché sont vendues et les petites, on les met dans des filets en plastique en forme de saucisson pour qu'elles continuent de grandir et arrivent à maturité. Si le rêve de grandeur de Sergueï se concrétise, son vieux bateau italien sera relégué à l'âge de pierre au profit d'une production industrielle. Avec à la clé de gros bénéfices et des débouchés assurés dans toute la Russie, qui aura pris l'habitude des huîtres élevées dans sa province de Crimée.